On a lu, on verra, on lira encore. Une certaine forme d'enseignement de la psychanalyse, nommément celui qui se poursuit ici. Un caractère prétendument plus philosophique que tel autre, qui essaierait de se raccorder à une expérience plus concrète, plus scientifique, plus expérimentale. Peu importe quel mot on emploie. Ce n'est pas ma faute, comme on dit. Si la psychanalyse sur le plan théorique met en cause le désir de connaître, et se place donc d'elle-même dans son discours déjà dans cette en deçà, dans ce qui précède le moment de la connaissance, qui à soi tout seul déjà justifierait cette sorte de mise en question qui donne à notre discours une certaine teinte, disons, philosophique. Aussi bien d'ailleurs j'étais en cela précédé par l'inventeur même de l'analyse, qu'il était bien que je sache, quelqu'un qui était au niveau d'une expérience directe, celle des malades, des malades mentaux, de ceux-là spécialement qu'on a appelés avec une plus grande rigueur depuis Freud, les névrosés. Mais après tout, ce ne serait pas une raison de rester plus de temps qu'il ne convient dans une mise en cause épistémologique. Si la place du désir, la façon dont il se creuse, n'était pas à tout instant de notre position thérapeutique, présentifié pour nous par un problème le plus concret de tous, celui de ne pas nous laisser engager dans une fausse voie, de ne pas y répondre à tort, de ne pas y répondre à côté. Au moins, considérer
reconnu un certain but que nous poursuivons et qui n'est pas si clair. Je me souviens d'avoir provoqué l'indignation cette sorte de confrères qui savent à l'occasion se remparder derrière ce qu'elle enflure de bons sentiments destinés à rassurer je ne sais qui, d'avoir provoqué l'indignation en disant que dans l'analyse la guérison venait en quelque sorte par surcroît. On y a vu je ne sais quel dédain de celui dont nous avons la charge, de celui qui souffre. Je parlais d'un point de vue méthodologique. Il est bien certain de notre justification comme notre devoir est d'améliorer la position du sujet. Et je prétends que rien n'est plus vacillant dans le champ où nous sommes que le concept de guérison. Est-ce qu'une analyse qui se termine par l'entrée du patient ou de la patiente dans le tiers ordre est une guérison, même si son sujet s'en trouve mieux quant à ses symptômes et d'une certaine foi, d'un certain ordre qu'il a reconquis. Énonce les réserves les plus expresses sur les voies dès lors à ses yeux perverses par où nous l'avons fait passer pour le faire entrer au royaume du ciel. Ça arrive. C'est pourquoi je ne pense pas à cet instant m'écarter de notre expérience, si mon discours, enfin, bien loin de s'en écarter, consiste justement à rappeler qu'à l'intérieur de notre expérience, toutes les questions peuvent se poser et qu'il faut justement que nous y conservions la possibilité d'un certain fil qui, à nous tout au moins, nous garantisse que nous ne trichons pas avec ce qui est notre instrument même, c'est-à-dire le plan de la vérité. Ça nécessite bien sûr une exploration, ne pas seulement à être sérieuse, mais je dirais jusqu'à un certain point à être non pas exhaustive, ce qui pourrait l'être, mais jusqu'à un certain degré, oui,
encyclopédique. Et il n'est pas facile, en un sujet comme l'angoisse, de rassembler dans un discours comme le mien cette année ce qui, disons, pour des analystes, doit être fonctionnel, ce qu'il ne doit oublier à aucun instant concernant ce qui nous importe, que nous avons désigné sur ce petit schéma à la place qu'occupe actuellement là le moins phi entre parenthèses, comme la place de l'angoisse. Comme cette place que j'ai déjà désignée comme constituant un certain vide l'angoisse y apparaissant de tout ce qui peut se manifester à cette place. Nous dérouter, si je puis dire, quant à la fonction structurante de ce vide. Les signes, si je puis dire, les indices, pour être plus exact, de la portée de cette topologie n'auront de valeur que si vous pouvez les retrouver, confirmés par quelque abord que ce soit qui ait été donné. Par toute étude sérieuse du phénomène de l'angoisse, quels qu'en soient les présupposés. Même si ces présupposés nous paraissent à nous trop étroits, devoir être situés à l'intérieur de cette expérience radicale qui est la nôtre, il reste que quelque chose a bien été saisi à un certain niveau, et que même si le phénomène de l'angoisse en apparaît comme limité, distordu, insuffisant au regard de notre expérience, il est au moins à savoir pourquoi il en est ainsi. Or, il n'en est pas toujours ainsi, et nous avons à recueillir à quelque niveau que ce soit où ait été formulée jusqu'à présent l'interrogation sur le sujet de l'angoisse. C'est mon propos d'aujourd'hui. L'indiquer, faute de pouvoir, bien sûr, faire la somme nécessiterait plus d'une année de séminaire, faire la somme de ce qui a été apporté dans un certain nombre de types d'interrogations, qu'on appelle, à tort ou à raison, par exemple, l'abord objectif du problème de l'angoisse, l'abord expérimental du problème de l'angoisse. Et bien sûr que nous ne saurions à ces réponses, dans ces réponses que nous perdre, si je ne vous avais pas donné au départ les lignes de mire, les points de maintien que nous ne pouvons pas abandonner un seul instant pour garantir de ne pas rétrécir notre objet, de ne pas nous apercevoir de ce qui le conditionne de la façon la plus radicale, la plus fondamentale, et c'est pour ça que la dernière fois mon discours aboutissait à le cerner, si on peut dire, de 3 points de repère. J'avais fait bien sûr que
amorcer, introduire. Les 3 points où assurément la dimension de l'autre restait dominante. Savoir. La demande de l'autre, la jouissance de l'autre, est sous une forme tout à fait modalisée et restée d'ailleurs à titre de point d'interrogation. Le désir de l'autre pour autant que c'est ce désir qui correspond à notre interrogation. J'entends celle de l'analyste à l'analyste en tant qu'il intervient comme terme. Nous n'allons pas faire ce que nous reprochons à tous les autres, à savoir de nous élider du texte de l'expérience que nous interrogeons. L'angoisse à laquelle nous avons ici à apporter une formule, c'est une angoisse qui nous répond, c'est une angoisse que nous provoquons. C'est une angoisse avec laquelle nous avons à l'occasion un rapport déterminant. Cette dimension de l'autre, nous trouvons notre place efficace, pour autant justement que nous savons ne pas la rétrécir, ce qui motive la question que je pose, de savoir dans quelle mesure notre désir ne doit pas la rétrécir. Dimension de l'autre, je voudrais bien vous faire sentir qu'elle n'est absente d'aucun des modes sous lesquels jusqu'à ce jour on a pu tenter de cerner, de serrer ce phénomène de l'angoisse. Et je dirais qu'au point d'exercice mental où je vous ai formé, habitué, peut-être même ne peut plus que vous paraître vaine, cette sorte d'emphase, de vain succès, de faux triomphe, que certains trouvent à prendre dans le fait, par exemple, que soi-disant au contraire de la pensée analytique. Et en quoi ça serait-il au contraire? Des névroses sont réalisées chez l'animal, dans le laboratoire, sur la table d'expérience. Des névroses. Celles sur lesquelles le laboratoire pavlovien, je veux dire Pavlov lui-même et ceux qui l'ont suivi ont pu mettre à l'occasion l'accent. Qu'est-ce qu'elle nous montre? On nous dit que dans le texte de la suite de ces expériences, par où l'on conditionne ce qu'on appelle tel réflexe de l'animal, savoir, telle réaction
entre guillemets, naturel d'un de ces appareils qu'on associe à une stimulation, une excitation qui fait partie d'un registre présumé complètement différent. Celui qui est intéressé dans la réaction. Par un certain mode de faire converger ces réactions conditionnées, nous allons obtenir quoi? Des effets de contrariété. Ce que nous avons déjà obtenu, conditionné, dressé dans les réponses de l'organisme, nous allons me mettre en posture de répondre de deux manières opposées à la fois, engendrant, si l'on peut dire, une sorte de perplexité organique. Pour aller plus loin, nous dirons même que dans certains cas, nous avons l'idée que ce que nous obtenons est une sorte d'épuisement des possibilités de réponse, une sorte de désordre plus fondamental engendré par leur détournement. Comme quelque chose qui intéresse d'une façon plus radicale ce qu'on peut appeler le champ ordinaire des réactions impliquées, qui est la traduction objective, qui pourra s'interpréter dans une perspective plus générale comme définie par un certain mode de réaction qu'on appellera instinctuel. Bref, d'en arriver au point où la demande faite à la fonction, c'est quelque chose qu'on a théorisé plus récemment et dans d'autres aires culturelles par le thème du stress, peut aboutir, peut déboucher sur cette sorte de déficit qui dépasse la fonction elle-même, qui intéresse l'appareil d'une façon qui se modifie au-delà du registre de la réponse fonctionnelle, qui plus ou moins confine par les traces durables qu'il engendre à un déficit lésionnel. Il sera important sans doute de pointer dans cet éventail de l'interrogation expérimentale où à proprement parler se manifeste quelque chose qui nous rappelle des réactions névrotiques, la forme dite angoisse. Il y a pourtant quelque chose qui paraît, dans une telle façon de poser le problème de l'expérience, toujours éludé. Éludé d'une façon qu'il est sans doute impossible de reprocher aux rapporteurs de ces expériences de l'éluder, puisque cette élision est constitutive de l'expérience elle-même. Et pour quiconque a rapproché cette expérience de celle qui est la nôtre,
à savoir de celle qui se passe avec un sujet parlant. C'est là l'importance de cette dimension, pour autant que je vous la rappelle. Impossible de ne pas faire état de ceci, que si primitif par rapport à celui d'un sujet parlant que soit l'organisme animal interrogé, et il est très loin d'être primitif, d'être éloigné d'une autre, cet organisme dans les expériences pavloviennes, puisque ce sont des chiens. La dimension de l'autre, avec un grand A, est présente dans l'expérience. Et ce n'est pas d'hier qu'intervenant, par exemple, au cours d'une de nos séances scientifiques, sur quelques phénomènes qui nous étaient rapportés, je ne peux pas y revenir aujourd'hui, concernant la création d'une névrose expérimentale, je faisais remarquer celui qui communiquait, qui recherche, que sa présence à lui, dans l'expérience, comme personnage humain, manipulateur d'un certain nombre de choses autour de l'animal, devait être à tel et tel moment de l'expérience mise en cause, comptée, quand on sait la façon dont se comporte un chien vis-à-vis de celui qui s'appelle ou qui ne s'appelle pas son maître, on sait que la dimension de l'autre, en tout cas, compte pour un chien. Mais ne serait-il pas un chien? Serait-il une sauterelle ou une sangsue? Du seul fait qu'il y a montage d'appareils, la dimension de l'autre est présente. Vous me direz, si c'est une sauterelle ou une sangsue, l'organisme patient de l'expérience n'en sait rien de cette dimension de l'autre. Je suis absolument d'accord. C'est pour ça que tout mon effort, pendant un certain temps, a été de vous démontrer l'ampleur du niveau où chez nous, sujets tels que nous apprenons à le manier, à le déterminer, ce sujet que nous sommes, il y a aussi tout un champ où de ce qui le constitue comme champ, nous ne savons rien. Et que le Selbstbewusstsein, ce que je vous ai appelé à nommer le sujet supposé savoir, est une supposition trompeuse. Que le Selbstbewusstsein, considéré comme constitutif du sujet connaissant, est une illusion, est une source d'erreur. Car la dimension du sujet supposé transparent dans son propre acte de connaissance ne commence qu'à partir de l'entrée en jeu d'un objet spécifié qui est celui qui essaie de cerner le stade du miroir, à savoir de l'image du corps propre, pour autant que le sujet d'une façon jubilatoire
a le sentiment d'être en effet devant un objet qui le rend, lui, sujet à lui-même transparent. L'extension de cette illusion constitue radicalement en elle-même l'illusion de la conscience à toute espèce de connaissance est motivée par ceci, que l'objet de la connaissance sera désormais construit, modelé à l'image de ce rapport à l'image spéculaire, c'est précisément en quoi cet objet de la connaissance est insuffisant. Et n'y aurait-il pas la psychanalyse, on le saurait à ceci, que cet objet est insuffisant, c'est qu'il existe des moments d'apparition de l'objet qui nous jette dans une toute autre dimension, dans une dimension qui mérite, parce qu'elle est donnée dans l'expérience, d'être détachée comme telle, comme primitive dans l'expérience, qui est justement la dimension de l'étrange. De quelque chose qui, d'aucune façon, ne se laisse saisir comme laissant en face de lui le sujet transparent à sa connaissance. Devant ce nouveau, le sujet littéralement vacille et tout est remis en question de ce rapport soi-disant primordial du sujet à tout effet de connaissance. Ce surgissement de quelque chose dans le champ de l'objet qui pose son problème comme celui d'une structuration irréductible, comme surgissement d'un inconnu comme éprouvé. N'est pas une question qui se pose uniquement aux analystes, parce que, comme c'est donné dans l'expérience, il faut que nous-mêmes bien tâcher d'expliquer pourquoi les enfants ont peur de l'obscurité. Mais on s'aperçoit en même temps qu'ils n'ont pas toujours peur de l'obscurité. Et alors, on fait de la psychologie, on s'engage, justement, les soi-disant expérimentateurs, dans des théories. C'est l'effet d'une réaction héritée, ancestrale, primordiale, d'une pensée, puisque pensée, il semble qu'il faille toujours qu'on en conserve le terme, d'une pensée structurée autrement que la pensée logique, rationnelle. Et on construit et on invente, c'est là au fait de la philosophie. Et ici, nous attendons avec qui, à l'occasion, nous avons à poursuivre le dialogue sur le terrain même, où ce dialogue a à se juger, c'est à savoir si nous pouvons
en rendre compte, nous, d'une façon moins hypothétique. Cette forme que je vous livre, qui est concevable, qui consiste à s'apercevoir que si dans la constitution d'un objet qui est l'objet corrélatif d'un premier mode, d'abord celui qui part de la reconnaissance de notre propre forme, et si cette reconnaissance est en elle-même limitée, laisse échapper quelque chose, cet investissement primitif à notre être qui est donné par le fait d'exister comme corps, est-ce que ce n'est pas dire quelque chose non seulement de raisonnable, mais de contrôlable? Que de dire, c'est ce reste, c'est ce résidu non imaginé du corps qui vient par quelques détours, et si nous savons ce détour le désigner, ici se manifester à cette place prévue pour le manque, se manifester de cette façon qui nous intéresse, mais d'une façon qui, pour n'être pas spéculaire, devient dès lors irrepérable. C'est une dimension de l'angoisse, effectivement, que ce défaut de certains repères. Nous ne serons pas là en désaccord avec la façon dont l'abordera ce phénomène un Kurt Goldstein, par exemple. Quand il nous parle de l'angoisse, il en parle avec beaucoup de pertinence. Toute la phénoménologie des phénomènes lésionnels, Goldstein suit cette expérience qui nous intéresse à la trace. Comment s'articule-t-elle? Sinon, de la remarque préalable que l'organisme, dans tous ses effets relationnels, fonctionne comme totalité. Il n'est pas un seul de nos muscles qui soit intéressé dans une inclinaison de notre tête. Que toute réaction à une situation implique la totalité de la réponse organismique. Et si nous le suivons, nous voyons surgir deux termes étroitement tressés l'un avec l'autre, le terme de réaction catastrophique et dans son phénomène, à l'intérieur du champ de cette réaction catastrophique, le repérage comme tel des phénomènes d'angoisse.
prie de vous reporter aux textes très accessibles, puisqu'ils ont été traduits en français. Les analyses goldsteiniennes, pour y repérer à la fois combien ces formulations s'approchent des nôtres et combien de clarté elles tireraient à s'en appuyer plus expressément. Car à tout instant, si avec cette clé que je vous apporte, vous en suivez les textes, vous verrez la différence qu'il y a de la réaction de désordre par où le sujet répond à son inopérance au fait d'être devant une situation comme telle insurmontable, sans doute à cause de son déficit dans l'occasion, mais après tout d'une façon. Il n'y a rien d'étranger avec ce qui peut se produire, même pour un sujet non déficitaire, devant une situation de hilflosigkeit, une situation de danger insurmontable. Pour que la réaction d'angoisse se produise comme telle, il faut toujours deux conditions. Vous pourriez le voir dans les cas concrets évoqués. Premièrement, que l'effet déficitaire soit assez limité pour que le sujet puisse le cerner dans l'épreuve où il est mis. Et que du fait de cette limite, le trou, la lacune, apparaissent comme telles dans le champ objectif. C'est ce surgissement du manque sous une forme positive qui est source de l'angoisse. À ceci près, deuxième condition qu'il ne faut là encore pas omettre, que c'est sous l'effet d'une demande, d'une épreuve organisée, dans le fait que le sujet a en face de lui Goldstein ou telle personne de son laboratoire, qui le soumet à un test organisé, que se produit champ du manque et question posée dans ce champ. Terme qu'il y a si peu lieu de mettre que quand vous savez où et quand les rechercher, vous les trouvez immanquablement. S'il en est besoin. Pour sauter à un tout autre ordre. J'évoquerai ici l'expérience.
massive, non pas reconstituée, ancestrale, rejetée dans une obscurité des âges anciens auxquels nous aurions prétendument échappé. Une nécessité qui nous unit à ces âges, et qui est toujours actuelle, et dont très curieusement, nous ne parlons plus que très rarement. C'est celle du cauchemar. On se demande vraiment pourquoi. Les analystes, depuis un certain temps, s'intéressent si peu au cauchemar. Je l'introduis ici parce qu'il faudra tout de même bien que nous y restions cette année un certain temps, et je vous dirai pourquoi. Je vous dirai pourquoi et où en trouver la matière, car s'il y a là-dessus une littérature déjà constituée et des plus remarquables à laquelle il convient que vous vous reportiez, c'est, si oublié qu'elle soit, ce point-là. C'est à savoir le livre de Jones sur le cauchemar. Livre d'une richesse incomparable, je rappelle la phénoménologie fondamentale qui ne songe pas un instant à en éluder la dimension principale, l'angoisse du cauchemar, est éprouvée, à proprement parler, comme celle de la jouissance de l'autre. Le corrélatif du cauchemar, c'est l'incube ou le succube. C'est cet être qui pèse de tout son poids opaque de jouissance étrangère sur votre poitrine qui vous écrase sous sa jouissance. Eh bien, pour nous introduire par ce biais majeur dans ce que nous livrera la thématique du cauchemar, la première chose, en tout cas, qui apparaît, dans le mythe, mais aussi dans la phénoménologie du cauchemar vécu, c'est que cet être qui pèse par sa jouissance est aussi un être questionneur, et même à proprement parler, qui se manifeste, se déploie dans cette dimension complète, développée de la question comme telle, qui s'appelle l'énigme. Le sphinx, dont ne l'oubliez pas, l'entrée en jeu dans le mythe précède tout le drame d'Édipe, est une figure de cauchemar et une figure questionneuse en même temps. Nous aurons à y revenir. Cette question
plus primordiale de ce que j'ai appelé la dimension de la demande de l'autre. Celle, vous allez le voir, que nous donnons d'habitude à la demande au sens d'exigence prétendument instinctuelle, n'en étant qu'une forme réduite. Nous voici donc ramenés nous-mêmes à une question qui s'articule dans le sens d'interroger une fois de plus, de revenir sur le rapport d'une expérience qui, au sens courant du terme sujet, peut être appelée très subjective, avec le terme de la question. De la question sous sa forme la plus fermée, sous la forme d'un signifiant qui se propose lui-même comme opaque, ce qui est la position de l'énigme comme telle. Qui nous ramène au terme que je crois parfaitement articulé, je veux dire qui vous mettent en mesure à chaque instant de me ramener au pied de mon propre mur, de faire état de définitions déjà posées et de les mettre à l'épreuve de leur usage. Signifiant, vous ai-je dit, à tel tournant, c'est une trace, mais une trace effacée. Le signifiant, vous ai-je dit, à tel autre tournant, se distingue du signe en ceci, que le signe, c'est ce qui représente quelque chose pour quelqu'un. Mais le signifiant, vous ai-je dit, c'est ce qui représente un sujet pour un autre signifiant. Nous allons remettre ceci à l'épreuve. En ce sens que concernant ce dont il s'agit, à savoir notre rapport angoissé à quelque objet perdu,
mais qui n'est sûrement pas quand même perdu pour tout le monde. C'est à savoir, comme vous le verrez, comme je vous le montrerai, où est-ce qu'on le retrouve? Car bien sûr, il ne suffit pas d'oublier quelque chose pour qu'il ne continue pas à être là. Seulement, il est là où nous ne savions plus le reconnaître. Pour le retrouver, conviendrait de revenir sur le sujet de la trace. Car pour vous donner des termes destinés à animer pour vous l'intérêt de cette recherche, je vais tout de suite vous donner deux flashs sur le sujet de notre expérience la plus commune. Est-ce qu'il ne vous semble pas que la corrélation est évidente entre ce que j'essaie de dessiner pour vous et la phénoménologie du symptôme hystérique? Le symptôme hystérique au sens le plus large. N'oublions pas qu'il n'y a pas que les petites hystériques, il y a aussi les grandes. Il y a des anesthésies, il y a des paralysies, il y a des scotomes, il y a des rétrécissements du champ visuel. L'angoisse n'apparaît pas dans l'hystérie exactement dans la mesure où ces manques sont méconnus. Mais il y a quelque chose qui n'est pas souvent aperçu, et même, je crois pouvoir l'avancer, que vous ne mettez guère en jeu. C'est à savoir quelque chose qui explique toute une part du comportement de l'obsessionnel. Je vous donne cette clé, peut-être un peu insuffisamment expliquée, puisqu'il va falloir que je vous y ramène par un long détour, mais je vous donne ce terme au but de notre chemin, entre autres, ne serait-ce que pour vous y intéresser à ce chemin. L'obsessionnel, dans sa façon si particulière de traiter le signifiant, à savoir de le mettre en doute, à savoir de l'astiquer, de l'effacer, de le triturer, de le mettre en miettes, à savoir de se comporter avec lui comme Lady Macbeth avec cette maudite trace de sang. L'obsessionnel, par une voie sans issue sans doute, mais dont la visée n'est pas douteuse, opère dans le sens justement de retrouver sous le signifiant le signe. Ungeschehen machen,
rendre non avenue l'inscription de l'histoire. Ça s'est passé comme ça, mais c'est pas sûr. C'est pas sûr parce que ça n'est que du signifiant, que de l'histoire, et donc du truc. En quoi il a raison, l'obsessionnel, il a saisi quelque chose. Il veut aller à l'origine, à l'étape antérieure, à celle du signe que je vais essayer maintenant de vous faire parcourir en sens contraire. Ce n'est pas pour rien que je suis parti aujourd'hui de nos animaux de laboratoire. Car après tout, il n'y a pas des animaux que dans les laboratoires. On pourrait leur ouvrir les portes et voir ce qu'ils font, eux, avec la trace. Ça n'est pas seulement la propriété de l'homme que d'effacer les traces, que d'opérer avec les traces. On voit des animaux effacer leurs traces. On voit même des comportements complexes qui consistent à enterrer un certain nombre de traces, des déjections par exemple, c'est bien connu chez le chat. Une partie du comportement animal consiste à structurer un certain champ de son nouvelle entourage par des traces qui le ponctuent, qui définissent des limites de ce qu'on appelle la constitution du territoire. Les hippopotames font ça avec leur déjection, avec aussi le produit de certaines glandes qui sont, si mon souvenir est bon, chez eux, périanales. Le cerf va frotter ses bois contre l'écorce de certains arbres. Ceci à la portée aussi d'un repérage de traces. Je ne veux pas ici m'étendre dans l'infinie variété de ce que là-dessus une zoologie développée peut vous apprendre. La chose qui m'importe, c'est ce que j'ai à vous dire concernant ce que je veux dire concernant l'effacement des traces. L'animal, vous dis-je, efface ses traces et fait de fausses traces. Fait-il pour autant des signifiants? Il y a une chose que l'animal ne fait pas. Il ne fait pas de traces fausses pour nous faire croire qu'elles sont fausses. Il ne fait pas de traces faussement fausses, si je puis dire. Ce qui est un comportement, je ne dirais pas essentiellement humain, mais justement essentiellement signifiant. C'est là qu'est la limite. Vous m'entendez bien?
des traces faites pour qu'on les croie fausses et qui sont néanmoins les traces de mon vrai passage. Et c'est ce que je veux dire en disant que là se présentifie un sujet. Quand une trace a été faite pour qu'on la prenne pour une fausse trace, là, nous savons qu'il y a comme tel un sujet parlant. Et là, nous savons qu'il y a un sujet comme cause. Et la notion même de la cause n'a aucun autre support que celui-là. Nous essayons après de l'étendre à l'univers, mais la cause originelle, c'est la cause comme telle d'une trace qui se présente comme vide, qui veut se faire prendre pour une fausse trace. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire indissolublement que le sujet, là, au moment où il naît, s'adresse à quoi? Il s'adresse à ce que, brièvement, j'appellerais la forme la plus radicale de la rationalité de l'autre. Car ce comportement n'a aucune autre portée possible que de prendre rang au lieu de l'autre dans une chaîne de signifiants qui ont ou non pas la même origine, mais qui constituent le seul terme de référence possible à la trace devenue signifiante. De sorte que vous saisissez là que, à l'origine, ce qui nourrit l'émergence du signifiant, c'est une visée de ce que l'autre réel, ne
sache pas. Le il ne savait pas s'enracine dans un il ne doit pas savoir. Le signifiant, sans doute, révèle le sujet, mais en effaçant sa trace. Il y a donc d'abord un petit tas, l'objet de la chasse, et un grand tas, dans l'intervalle desquels le sujet S apparaît avec la naissance du signifiant, mais comme par comme non su comme tel. Et tout repérage ultérieur du sujet repose sur la nécessité d'une reconquête sur ce non-su originel. Entendez donc là ce quelque chose qui déjà vous fait apparaître le rapport vraiment radical concernant l'être à reconquérir de ce sujet, de ce groupement, du petit tas de l'objet de la chasse, avec cette première apparition du sujet comme non su, ce que veut dire inconscient, une bévosté, justifiée par la tradition philosophique qui a confondu le bévouste de la conscience avec le savoir absolu, mais qui ne peut pas à nous suffire, pour autant que nous savons que ce savoir et la conscience ne se confondent pas et que Freud laisse ouverte la question de savoir d'où peut bien provenir l'existence de ce champ défini comme champ de la conscience. Et si, après tout, je puis revendiquer que le stade du miroir, articulé comme il l'est, apporte là-dessus un commencement de solution. Car je sais bien dans quelle insatisfaction il peut laisser des esprits formés à la méditation cartésienne. Je pense que c'est nous pourrons faire un pas de plus qui vous fasse saisir où est de ce système la conscience, l'origine réelle, l'objet originel. Car nous ne serons satisfaits d'avoir réfuté les perspectives de la conscience que quand enfin nous saurons qu'elle s'attache elle-même à un objet isolable, à un objet spécifié dans la structure. Je vous ai tout à l'heure indiqué la position de la névrose
dans cette dialectique. Je n'ai pas l'intention de vous laisser tellement en suspens que de ne pas tout de suite y revenir. Si vous avez su saisir le nerf de ce dont il s'agit concernant l'émergence du signifiant comme tel, ceci vous permettra de comprendre immédiatement à quelle pente glissante nous sommes offerts concernant ce qui se passe dans la névrose. Je veux dire que la demande du névrosé, tous les pièges dans lesquels s'est engagée la dialectique analytique, relève de ceci, qu'il a été méconnu la part foncière de faux qu'il y a dans cette demande. L'existence de l'angoisse est liée à ceci, que toute demande, fût-ce la plus archaïque, la plus primitive, a toujours quelque chose de leurrant par rapport à ce qui préserve la place du désir. C'est ce qui explique aussi le côté angoissant de ce qui, à cette fausse demande, donne une réponse comblante. C'est ce qui fait que la mère, qui, comme vous voyez surgir il n'y a pas si longtemps dans le discours d'un de mes patients, n'a pas quitté jusqu'à tel âge son enfant d'une semelle, peut-on dire mieux? N'a donné à cette demande qu'une fausse réponse, une réponse vraiment à côté. Puisque si la demande est ce quelque chose qui est structuré ainsi que je vous le dis, parce que le signifiant est ce qu'il est, il n'est pas à prendre, elle n'est pas à prendre cette demande au pied de la lettre. Ce que l'enfant demande à sa mère de présence, c'est quelque chose qui, pour lui, est destiné à structurer cette relation présence-absence que le jeu originel du forçage structure et qui est un premier exercice de maîtrise. Mais le comblement total d'un certain vide à préserver qui n'a rien à faire avec le contenu ni positif ni négatif de la demande, c'est là que surgit la perturbation, se manifeste l'angoisse. Mais pour le saisir,
pour en bien voir les conséquences. Il me semble que notre algèbre vous apporte là un instrument tout trouvé. Si la demande ici vient indûment à la place de ce qui est escamoté, petit a l'objet, ceci vous explique. Condition que vous servez de mon algèbre. Qu'est-ce que c'est qu'une algèbre si ce n'est pas quelque chose de très simple, destiné à vous faire passer dans le maniement à l'état mécanique, sans que vous ayez à le comprendre, quelque chose de très compliqué. Et ça vaut beaucoup mieux ainsi, comme on l'a toujours vu en mathématiques. Il suffit que l'algèbre soit correctement construite. Vous avez appris à écrire la pulsion S bar coupure. Nous reviendrons sur cette coupure, mais vous avez tout de même commencé d'en prendre une certaine idée tout à l'heure. Ce qu'il s'agit de couper, c'est l'élan du chasseur. S coupure de D, c'est la demande. Et c'est là que je vous ai, comme cela que je vous ai appris à écrire la pulsion. Ça vous explique d'abord pourquoi c'est chez les névrosés qu'on a décrit les pulsions. Dans toute la mesure où le fantasme S de A se présente d'une façon privilégiée chez le névrosé comme S de D. En d'autres termes, c'est un leurre de la structure fantasmatique chez le névrosé qui a permis de faire ce premier pas qui s'appelle la pulsion. Et que Freud a parfaitement, toujours et sans aucune espèce de flottement, désigné comme tribe, c'est-à-dire comme quelque chose qui a une histoire dans la pensée philosophique allemande, qui n'est absolument impossible à confondre avec le terme d'instinct. Moyennant quoi, même dans la Standard Edition, encore récemment, et si mon souvenir est bon, dans le texte Inhibition Symptôme Angoisse, je trouve traduit par Instinctual Need, quelque chose qui dans le texte allemand se dit Bedürfnis. Pourquoi ne pas traduire simplement Bedürfnis, si on veut, par Need, ce qui est une bonne traduction du germain à l'anglais? Pourquoi ajouter cet instinctuel, qui n'est absolument pas dans le texte, et qui suffit à fausser tout le sens de la phrase? Qu'est-ce qui fait tout de suite saisir qu'une pulsion n'a rien à faire avec un instinct? Il n'est pas d'objection à faire à la définition de quelque chose qu'on peut appeler instinct. Et même comme on l'appelle d'une façon coutumière, pourquoi ne pas appeler instinct le besoin qu'ont les êtres vivants de se nourrir, par exemple? Eh bien oui, puisqu'il s'agit de la pulsion orale, est-ce qu'il ne vous apparaît pas que le terme d'hérogénéité appliqué à ce qu'on appelle la pulsion orale est quelque chose qui nous porte tout de suite sur ce problème? Pourquoi est-ce qu'il s'agit que de la bouche? Et pourquoi pas aussi de la sécrétion gastrique, puisque tout à l'heure nous parlions des chiens de Pavlov. Et même, pourquoi
plus spécialement si nous y regardons de près, jusqu'à un certain âge, seulement les lèvres. Mais passé ce temps, ce qu'Homère appelle l'enclos des dents. Est-ce que nous ne trouvons pas là, tout de suite, dès le premier abord analytique à proprement parler de l'instinct, cette ligne de cassure dont je vous parle, comme essentielle à cette dialectique instaurée par cette référence à l'autre en miroir. Donc, vous avez cru devoir vous avoir apporté aujourd'hui, je ne l'ai pas retrouvé tout à l'heure dans mes papiers, la référence, je vous le donnerai la prochaine fois dans Hegel, dans la phénoménologie de l'esprit, où il est formellement dit que langage et travail, c'est là où le sujet fait passer son intérieur dans l'extérieur. Et la phrase même est telle qu'il est bien clair que ce inside out, comme on dit en anglais, évoque vraiment la métaphore du gant retourné. Mais si j'y lis à cette référence l'idée d'une perte, c'est pour autant que quelque chose n'y subit pas cette inversion. Qu'à chaque étape, un résidu reste. Qui n'est pas inversable, ni non plus signifiable dans ce registre articulé. Et ces formes de l'objet, nous ne serons pas étonnés qu'elles nous apparaissent sous la forme qu'on appelle partielle. Ça nous a assez frappé pour que nous la nommions comme telle, sous la forme sectionnée, sous laquelle nous sommes amenés à faire intervenir l'objet, par exemple, corrélatif de cette pulsion orale. Ce mamelon maternel dont il ne faut tout de même pas omettre la première phénoménologie, qui est celle d'un tomie, je veux dire, de quelque chose qui se présente avec un caractère artificiel, et c'est d'ailleurs bien ce qui permet qu'on le remplace par n'importe quel biberon, qui fonctionne exactement de la même façon dans l'économie de la pulsion orale. Si l'on veut faire les références biologiques, les références aux besoins, bien sûr, c'est essentiel, il ne s'agit pas de s'y refuser, mais c'est pour s'apercevoir quelle toute primitive différence structurale y introduit le fait des ruptures, des coupures, qui y introduit tout de suite la dialectique signifiante.
qu'il y a là. Quelque chose qui soit impénétrable à une conception que j'appellerais enfin, tout ce qu'il y a de plus naturel. La dimension du signifiant, qu'est-ce que c'est? Si ce n'est, si vous voulez, un animal qui a la poursuite de son objet est pris dans quelque chose de tel que la poursuite de cet objet doive le conduire sur un autre champ de traces, où cette poursuite elle-même, comme telle, ne prend plus dès lors que valeur introductrice. Le fantasme, le S barré par rapport au petit A, prend ici valeur signifiante de l'entrée du sujet dans ce quelque chose qui va le mener à cette chaîne indéfinie des significations qui s'appelle le destin. Et donc, ressort dernier peut lui échapper indéfiniment, à savoir que ce qu'il s'agirait de retrouver, c'est justement le départ. Comment il est entré dans cette affaire du signifiant. Alors, il est tout de même clair que ça vaut bien la peine de reconnaître comment les premiers objets, ceux qui ont été repérés dans la structure de la pulsion, à savoir celui déjà que j'ai nommé tout à l'heure, ce sein coupé. Et puis plus tard, la demande à la mère s'inversant en une demande de la mère. Cet objet, on ne voit pas autrement qu'elle pourrait être le privilège. Cet objet qu'ils appellent le cibale. À savoir quelque chose qui a aussi rapport avec une zone qu'on appelle érogène, mais dont il faut tout de même bien voir que là aussi, c'est en tant que séparé par une limite de tout un système fonctionnel auquel elle tient et qui est infiniment plus vaste. Parmi les fonctions excrétoires, pourquoi l'anus, si ce n'est dans sa fonction déterminée de sphincter, c'est quelque chose qui contribue à couper un objet qui l'intervient, et l'objet dont il s'agit, le cibale, avec tout ce qu'il peut arriver à représenter, non pas simplement, comme on dit, de don, mais d'identité avec cet objet dont nous cherchons la nature. C'est cela qui lui donne sa valeur, son accent. Et qu'est-ce que je dis là contre? Si ce n'est justement de justifier la fonction éventuelle qu'on lui donne sous le titre de la relation d'objet dans l'évolution. On ne peut pas dire d'hier, mais d'avant-hier, de la théorie analytique. À ceci près que c'est tout y faussé que d'y voir une sorte de modèle du monde de l'analyse dans lequel un processus de maturation permettrait la restitution progressive d'une réaction présumée totale, authentique,
alors qu'il ne s'agit que d'un déchet désignant la seule chose qui est importante, à savoir la place d'un vide, où viendront, je vous le montrerai, se situer d'autres objets que vous ne savez pas placer. Pour aujourd'hui seulement, tenez pour réserver la place de ce vide. Et puisqu'aussi bien quelque chose dans notre projet ne manquera pas d'évoquer la théorie existentielle et même existentialiste de l'angoisse, dites-vous que ce n'est pas par hasard si l'un de ceux qu'on peut considérer comme l'un des pères, P-E-R-E, au moins à l'époque moderne, de la perspective existentielle, ce Pascal, dont on ne sait pas tellement pourquoi il nous fascine, puisque, à en croire les théoriciens des sciences, il a tout loupé. En tout cas, il a loupé le calcul infinitésimal qu'il était, paraît-il, à 2 doigts de découvrir. Moi, je crois plutôt qu'il s'en foutait. Car il y avait une chose qui l'intéressait. Et c'est pour ça que Pascal nous touche encore, même ceux d'entre nous qui sont absolument incroyants. C'est Pascal, comme un bon janséniste qu'il était, s'intéressait au désir. Et c'est pourquoi, je vous le dis en confidence, il a fait les expériences du puits de Dôme sur le vide. Que la nature est ou non horreur du vide, c'était pour lui capital, parce que ça signifiait l'horreur de tous les savants de son temps pour le désir. Ce vide, ça ne nous intéresse absolument plus théoriquement. Ça n'a presque pour nous plus de sens. Nous savons que dans le vide, il peut se produire encore des nœuds, des pleins, des paquets d'ondes et tout ce que vous voudrez. Et pour Pascal, justement parce que, sinon la nature, toute la pensée jusque-là avait eu horreur de ceci qu'il puisse y avoir quelque part du vide, c'est cela qui se propose à notre attention, et de savoir si nous aussi nous ne cédons pas de temps en temps à cette horreur.